Alors bonjour, il me fait plaisir de vous présenter M. Jacques Bonhomme, psychophonologue. Bonjour Jacques. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Jacques est originaire De France, de la région lyonnaise, en France. Bon, bien, et qui est venu ici au Québec pour nous faire part de la voix, pour nous parler de la voix. La voix, cet instrument merveilleux. Jacques qui est l'auteur de La Voix Énergie. Alors, qui viendra nous parler de quelques aspects physiologiques de la voix, ainsi que des 11 clés dont on parle dans ce merveilleux ouvrage. Alors, parlons un petit peu de la voix. Alors la voix, c'est à la fois beaucoup de choses, puisque c'est pas seulement un outil pour se faire entendre, elle est la résultante de la pensée qui cherche à se dire, ce que l'on appelle résonner avec un E, accent aigu, et puis la résonance du corps, c'est-à-dire, ou plutôt la pensée résonante, R-A-I, et la résonance du corps et accent aigu. Voilà. Donc la voix humaine, c'est notre façon d'être en nous-mêmes et d'être au monde. Mais la voix humaine, avant d'aller explorer tout cela, c'est d'abord trois choses importantes. C'est une soufflerie, l'art de respirer, elle est liée étroitement à l'art de respirer. C'est un larynx, c'est-à-dire un outil qui d'ailleurs au départ n'était pas spécialement alloué à la voix humaine, mais qui l'est devenu, spécialisé en quelque sorte. Mais avant tout, c'est d'abord un carrefour aérodigestif, le larynx. Et puis en troisième lieu, c'est un art de la résonance, donc, et accent aigu. Voilà. Donc souffler, attaquer le son et résonner. Et cette voix humaine, on verra peut-être tout à l'heure comment elle se met en place, à partir de quel mécanisme et quelle évolution psychologique. Mais la voix, c'est une soufflerie, un larynx et des résonateurs. Ce qui caractérise, parmi plein d'autres choses, la soufflerie, c'est qu'elle est sous la houlette d'un grand muscle qu'on appelle, et d'autres muscles également, les muscles inspirateurs, les muscles expirateurs, mais un muscle assez central qu'on appelle le diaphragme. Et donc, lorsque la phonation, l'art de la voix fonctionne bien, alors ce diaphragme est souple. Donc quand on parle de diaphragme, on parle de souplesse. Le problème de la voix réside dans un premier temps dans la perte de la souplesse, et notamment de la souplesse diaphragmatique, et notamment de la respiration, de l'art de respirer, ce qui veut dire d'ailleurs prendre plus ou moins le temps. Cette respiration, elle se fait en deux temps importants. À l'inspire, le diaphragme s'abaisse, et à l'expire, le diaphragme pousse littéralement contre les parois pulmonaires, avec une certaine pression qu'on va vouloir lui donner selon l'intention et l'intensité qui est la nôtre quand on parle ou quand on chante. Ça, c'est l'essentiel. Alors, il a des attaches particulières, ce diaphragme. Il est assez complexe, mais deux temps, un temps à l'inspire et un temps à l'expire. Quelquefois, ces deux temps vont se confondre. Certains ne se relâchent jamais dans l'inspire, ne prennent jamais le temps d'inspirer, et donc le diaphragme va manquer déjà de souplesse jusqu'à ce qu'on ait une certaine dureté diaphragmatique. Voilà. Donc, quand le diaphragme s'abaisse bien et s'élève bien, on peut faire des sons attaqués très très rapides, des sons diaphragmatiques, des staccato comme on dit en musique, et à ce moment-là, ce diaphragme va bouger très rapidement, dans le bon sens toujours, et on va avoir une vraie recharge en énergie, parce que quand ça bouge bien, eh bien, ça va créer ensuite des harmoniques, on reviendra sur cette notion tout à l'heure, et donc il va y avoir une vraie recharge, déjà simplement par un acte de bien respirer. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du rôle du larynx dans la voix? Alors bien sûr, c'est un rôle central, puisque le larynx, c'est le lieu d'émission du son. Mais, je le répète, au départ, c'est un carrefour aérodigestif qui s'est mis en place pour devenir un organe éminemment phonatoire. Ce qui caractérise le larynx, c'est que d'abord, c'est quelque chose, le larynx, c'est un ensemble osseux, cartilagineux, musculaire, et qui est extrêmement mobile. Extrêmement mobile.
Et que, un peu comme le diaphragme d'ailleurs, la souplesse va jouer un grand rôle, la souplesse du larynx, dans l'art de sonner essentiellement et de pouvoir chanter avec une certaine aisance. Donc, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de larynx, c'est attaque laryngée, l'attaque. Quand on attaque, c'est pas d'abord le larynx tellement qui attaque lui-même, c'est sous la houlette de l'attaque diaphragmatique que le larynx va jouer. Quand on parle de larynx et quand on parle de phonation, on parle de cordes vocales, notamment, c'est-à-dire ces deux petites cordes qui, lorsqu'elles s'accolent, vont produire du son, sous l'effet de l'attaque et essentiellement de l'attaque diaphragmatique. Si j'attaque un son directement laryngé, ça va faire eh. Si j'attaque un son avec une participation diaphragmatique, ça va faire hey. C'est pas du tout pareil. Le premier déjà me bloque le son, le deuxième va laisser le son évoluer. Oui. Donc quand on parle de larynx, on parle d'attaque laryngée. D'où l'importance d'avoir quand même travaillé un petit peu sur la dynamique diaphragmatique au préalable. Parfait. Donc ce larynx, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est muni des cordes vocales qui s'allongent et qui se raccourcissent selon que le son est aigu ou que le son est grave. Et ce larynx, dans le son aigu, a tendance à monter et à descendre dans le son grave. Donc ce larynx, encore une fois, doit rester souple. Voilà. Il y a une façon ensuite de jouer du larynx, d'appuyer la voix, qui va faire que la voix va donner une certaine résonance, certaines harmoniques, qu'on va appeler les harmoniques du registre 1 ou du registre de poitrine. Et puis, lorsqu'on fait moins d'appui, on va dire ça comme ça, de façon très rapide et générique, lorsqu'on appuie moins, alors on va passer non plus en registre 1 mais en registre 2, c'est-à-dire en voix de falsetto, comme on dit. Déjà, on est en voix de tête, on n'est plus en voix de poitrine. Après, il y a un autre élément qui est la voix de sifflet, c'est encore un peu différent. Mais déjà, comprendre, quand il y a appui, trop d'appui, on va rester en voix de poitrine. Mais cette voix de poitrine, elle peut être très vite détimbrée par trop d'appui. De même que pour certains, ils vont rester trop dans une espèce de liberté, entre guillemets, vocale, et ne jamais appuyer suffisamment pour pouvoir avoir une aisance au niveau de la résonance de poitrine et donc du timbre. Mais là encore, l'outil diaphragmatique va jouer un très très grand rôle dans cette notion d'appui. Au niveau de l'appui. On n'appuie pas avec la gorge, on appuie avec le souffle, si je puis dire. Voilà. Et puis, de façon plus large, maintenant, on appuie aussi avec les pieds. On appuie avec toute la corporalité. C'est très subtil Voilà. l'appui. Hein. C'est très subtil l'appui, comme la voix est très subtile, parce qu'elle est à la fois très localisée et en même temps elle fait participer la corporalité tout entière, y compris même l'autre, le regard de l'autre, ou du moins la vision que j'ai du regard de l'autre. Donc tout est vocal dans mon environnement, à la fois corporel, émotionnel, psychologique et relationnel. Voilà. Donc le larynx, c'est cette chose faite d'une coque osseuse, d'un ensemble musculaire. Par exemple, on a les fausses cordes vocales, qui sont des muscles qu'on appelle les bandes ventriculaires en physiologie, en anatomie, et donc qui, lorsque la personne serre, lorsque la personne va donner des petits coups de glotte, eh bien, il va y avoir un fonctionnement trop important de ces fausses cordes vocales, de ces bandes ventriculaires, qui normalement ont peu de choses à voir avec la dynamique phonatoire. La dynamique phonatoire, c'est le larynx et toute la corporalité, mais pas les muscles laryngés qui souvent travaillent trop dans l'expression vocale. Souvent, on retrouve ça, surtout en chant populaire, où les gens ont tendance à pousser la voix au lieu de laisser résonner la voix, en fait. Oui. En parlant de résonateurs, justement, est-ce que tu peux nous parler de ces résonateurs-là? Alors, le résonateur, donc on vient de développer, donc, effectivement, la soufflerie, souplesse. Le larynx, souplesse. Souplesse des cordes vocales, souplesse de la musculature du larynx, possibilité du larynx de monter et de descendre, et aux cordes vocales de s'allonger et de se raccourcir, entre autres. Oui. Et donc ces deux éléments vont produire ensuite le fait que le son va pouvoir, parce qu'il va être relativement libre et émis de façon souple, il va pouvoir se promener dans des espaces que l'on va appeler des espaces de résonance. Ces espaces de résonance, de façon académique, il y en a deux.
essentiellement. Il y a l'espace en arrière de la bouche qui relie la bouche au larynx, qu'on appelle le pharynx, et cet espace pharyngé va donner à la voix le son. Par exemple, si je parle de façon éminemment pharyngée, ma voix va s'assombrir un peu. Et puis nous avons à l'avant, donc on appelle d'ailleurs, entre parenthèses, cette résonance pharyngée, la résonance de l'ouverture du pharynx, l'aperture en italien. Et puis il y a la résonance buccale, la bouche en avant, qui va donner l'aigu. Les gens qui parlent de façon particulièrement buccale sont plus aigus que ceux qui parlent plus en arrière et qui vont avoir une couleur plus sombre. Et donc on appelle le formant buccal, la résonance buccale, on va dire, la labialité. Donc la façon dont j'émets les sons, dont je dirige le son en avant, la bouche, et la façon dont je reste posturé en quelque sorte en arrière, va donner l'ouverture laryngée, mais qui va aussi être liée à la façon dont je ne perds pas ma densité dans l'instant, où je ne me projette pas complètement devant. La présence, en fait. La présence, c'est quelque chose de global. Elle nous ramène dans l'agencement de ces trois étages, parce qu'il ne suffit pas que ces trois étages marchent séparément, il faut qu'ils marchent ensemble. Et la présence, c'est cette chose très difficile finalement à définir, sans dire des conneries, mais qui fait que les choses, au lieu de rester dispersées, laryngées, souffleries, résonateurs, commencent à se rassembler. L'important, c'est pas tellement que les choses marchent bien dans leur individualité, mais c'est que les éléments qui composent l'expression humaine se rassemblent. Et donc la voix humaine est une histoire de rassemblement. L'énergie est une histoire de rassemblement. On trouve dans les textes bibliques une phrase « Tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte ». Eh bien c'est exactement ça. Quand la voix est un lieu du dire, de l'expressif, qui rassemble à la fois le corps, la corporalité, l'émotionnel, le relationnel dans cet instant-là, les outils de la voix, alors quelque chose de plus grand que toutes ces parties, qu'on appelle l'art d'animer, c'est-à-dire donner de l'âme, quelque chose de plus grand que toutes ces parties, commence à fonctionner. Et c'est ce qui fait un petit peu quelque chose de l'ordre de pas seulement de l'âme, de l'animation, mais d'un certain charisme, d'un certain charme entre deux énormes guillemets que l'on peut avoir à certains moments parce que nous sommes dans cette totalité. La voix n'a pas son pareil pour conférer à l'homme une totalité. Donc elle se travaille. Et comme disait Durkheim, laisser s'exprimer le bouillonnement de la source demande un vrai travail des outils de l'expression. Donc soufflerie, résonateur, larynx. En fait, une voix est unique comme chaque être humain. Est-ce que tu peux nous parler, Jacques, de la place de l'émotion, ou la place qu'on ne fait pas à l'émotion dans le chant? Dans le chant, et dans la voix en général, on ne peut pas ne pas faire de place à l'émotion. C'est intéressant. L'émotion, une émotion bloquée, c'est une émotion qui, au contraire, prend beaucoup de place. Tu as raison. Hein? Oui. L'émotion a pour vocation de circuler. Une motion, c'est une action. Une émotion, c'est une action qui se met en route, quoi. Et donc l'émotion doit circuler. Le problème de l'émotion, c'est quand elle ne circule plus. Et dans les difficultés d'expression, dans les difficultés fondatoires, il y a souvent des mémoires figées, des mémoires difficiles, qui vont empêcher l'émotion de circuler. Parce que sans l'émotion, on parlerait comme un robot. Oui. Donc, qu'est-ce qui empêche l'émotion? Ou plutôt, qu'est-ce qui empêche l'émotion qui circule, qu'on appelle l'expression? Oui. Donc, ça c'est le point peut-être le plus important lorsqu'on se penche sur cette dynamique émotionnelle de la voix. La plupart du temps, les enfants, ils expriment, ils viennent au monde, le bébé il crie, il hurle.
Il n'y a aucun problème. Un bébé ne s'escane pas. On a encore jamais vu un bébé aller frapper à la porte du phoniatre en disant « Docteur, je me suis fait péter une corde vocale !» Le bébé, il hurle, il crie et il ne s'escane pas la gorge. De même qu'il nous serre le doigt avec une puissance extraordinaire pour un petit corps comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Le problème commence, si je caricature les choses, lorsque l'enfant qui est éminemment expressif, qui dit ce qu'il ressent, qu'il le transforme et qu'il l'exprime, c'est la série des tais-toi. Tais-toi pour X raisons. Sans compter les tais-toi, tu chantes faux. Qui font tellement de dégâts dans la voix chantée. Maman, j'ai faim, c'est pas l'heure. Maman, j'ai froid. Non, il fait pas froid. Maman, j'ai... Chut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a... Et la chose qui n'est pas exprimée, parce que ça sert plus à rien, ou parce que l'enfant risque même des choses importantes s'il exprime trop. Oui. Il risque de se faire taper dessus, même dans certains cas. À ce moment-là, l'expression est reléguée à l'impression, c'est-à-dire qu'elle reste dedans. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qui ne s'exprime pas reste imprimé. Oui. Et tout ce qui est imprimé cherche à s'exprimer. Mais comme ça ne s'exprime pas dehors, ça cherche à s'exprimer dedans. D'où l'espèce d'expression plus ou moins heureuse, mais qui est intéressante. Maladire. Oui. Voilà. Quelque chose qui reste bloqué à l'intérieur. D'où l'importance du mot et de l'expression. Et d'exprimer ce qui est important, ce qui nous arrive aussi, de pouvoir parler, de pouvoir dire. Alors bien sûr, au bout d'un moment, à force de ne pas dire, eh bien, il y a toujours des choses à dire. À force de ne pas exprimer, eh bien ça crée... J'ai l'impulsion, je la renvoie dedans. Eh bien, ça crée une carapace musculaire qui va donc installer sa suprématie au niveau de des ceintures scapulaires, ici au niveau des épaules, du cou, puis des mâchoires, puis du larynx, puis de la souplesse laryngée et diaphragmatique. Et voilà, et donc on se retrouve quelquefois avec des gens qui ont l'instrument complètement bloqué parce que l'émotion, au sens total du terme, au sens important du terme, ne circule pas. Et donc il y a trop d'émotions, parce que l'émotion, elle est coincée, elle est bloquée, et trop d'émotions, c'est encore une fois, quelquefois, l'émotion qui reste coincée à l'intérieur comme dans des glaces. Le problème du formateur en expression vocale, c'est pas seulement de faire chanter, c'est pas seulement de libérer un peu de corporalité, voire même de mettre en place une meilleure communication entre les gens, c'est de permettre l'air de rien au détour du travail que l'on met en place, au détour aussi de l'agencement des instruments entre eux, cette mise en résonance des gens entre eux, eh bien, ou d'un travail individuel de chant, ou de voix, eh bien, c'est de décoincer un peu ces glaces, de faire que l'espace puisse être à nouveau un espace où les choses peuvent se dire, ou un espace de rencontre à travers le professeur de voix et puis son élève ou ses élèves, qu'un espace puisse être retrouvé pour que l'émotion veuille bien se déglacer un petit peu et retrouver sa fluidité, retrouver son champ d'action, et que l'homme, au fond, retrouve ce qui est le plus important, au fond, son désir d'être au monde. Voilà ce que je dirais de façon succincte sur les émotions, même s'il y a bien de choses à dire. Merci. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, Jacques, de l'importance de l'écoute dans le chant et aussi peut-être faire un petit survol des 11 clés phonatoires dont tu parles dans ton ouvrage? Alors d'abord, la fonction d'écoute, qui est liée évidemment à la fonction auditive, préside à la voix. Avant la voix, il y avait l'oreille, on pourrait dire. Donc, la voix est liée à l'oreille. Il y a d'ailleurs une loi, qu'on appelle la loi Tomatis, déposée à l'Académie des sciences en France il y a maintenant plusieurs décennies, avec laquelle tout le monde est d'accord, qui dit « la voix n'émet que ce que l'oreille entend ». Si on n'entend plus, pour des raisons physiologiques ou psychologiques d'ailleurs, des gerbes de fréquences, elles tendront à ne plus être émises dans l'expression vocale. Donc il manquera une partie. Quand il manque une partie, eh ben on est un peu plus fractionné. Voilà, toujours le problème du fractionnement ou de la totalité. Donc l'oreille humaine gère
toute la voix humaine, déjà de par une évolution très ancienne, dans l'évolution, ce qu'on appelle l'évolution phylogénétique, on retrouve dans cette oreille d'ailleurs des traces du poisson à travers l'utricule, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, le sacule qu'on retrouve déjà chez le serpent, dans une ébauche de verticalité. La voix va grandir d'ailleurs avec cette verticalité. Le langage qui va se greffer sur la voix va se mettre en place avec la verticalité. Et donc l'oreille évolue, et puis après, chez le petit enfant, l'oreille va mettre en place ce qu'on appelle la fonction d'écoute. C'est-à-dire, je garde ce qui m'intéresse, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Voilà ce qu'est la fonction d'audition. La fonction d'écoute, pardon. La fonction d'audition, c'est je peux tout entendre et ne rien écouter, et avoir une bonne audition. Mais je peux aussi avoir même, dans certains cas, j'ai connu ça dans ma pratique, une audition déficiente, mais être un très bon écoutant. Mais ça veut dire aussi que ça va consommer plus d'énergie. Si on n'a pas une bonne audition et qu'on se met à écouter, eh ben on va faire plus d'efforts. Voilà. Donc, on chante, on parle avec son oreille. Et l'oreille, si je passe sur pas mal de choses et que j'en arrive directement à ce que moi j'ai appelé les clés phonatoires, mais que c'est simplement une façon un peu poétique de parler de circuits audio-phonatoires. Mais c'est un peu plus fastidieux de parler de circuits qui sont des circuits neurologiques. Quand on parle de clés audio-phonatoires, on parle un peu comme un musicien qui parle de clés d'accordage, comme au violon, comme sur une guitare ou un instrument à cordes. Les clés ouvrent en fait, hein? Les clés ouvrent. Et puis, très juste, dans cette notion de clé, il y a la notion d'ouverture, d'ouverture de quelque chose, et d'agencement aussi. Donc, on chante, on parle avec son oreille, et l'oreille a, parmi ses multiples particularités, eh bien, elle possède deux grands départs de circuits neurologiques, l'un au niveau de l'appareil de l'oreille interne qui analyse les rythmes, qu'on appelle le vestibule, l'autre qui va être lié aux mouvements très rapides que l'on appelle les fréquences, dont les rythmes, les séquences, mouvements lents, et puis la cochlée, les fréquences, mouvements rapides. L'agencement de cet analyseur de rythme et de cet analyseur de fréquences, de mouvements rapides, va faire que le langage va être plus chaleureux, plus rapide, plus prosodique, plus musical, plus vivant, quoi. Voilà. Donc, le nerf vestibulaire va envoyer un certain nombre d'informations au corps tout entier qui vont lui revenir. Et le nerf cochléaire, l'appareil qui analyse les mouvements rapides, va envoyer un certain nombre d'informations au corps, au système nerveux central essentiellement, et qui vont en partie lui revenir. C'est, si je passe et que je caricature un peu, c'est tout ce système qui va composer les clés audiophonatoires. Donc les clés, ce sont des circuits neurologiques qui partent de l'oreille et qui vont revenir à l'oreille pour régler l'instrument phonatoire et expressif. Nous avons donc 11, les neurologues ont dénombré 11 circuits neurologiques. Il y a donc 11 clés audiophonatoires. Sur le violon, par exemple, il va y en avoir 4 pour accorder son violon. Tension de la corde, etc. Chez nous, il y en a 11. La première de ces 11, c'est celle qui va jouer avec l'art de la verticalité. Et c'est la clé audio, on les appelle toutes audio quelque chose, puisqu'elle part de l'oreille. Oui. Audio lombo-sacré. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place tout un système de verticalité. D'ailleurs, on verra ensuite que, quand on va parler de la clé gestuelle, l'art de faire des gestes, plus ou moins, eh bien, cet art de faire des gestes va dépendre non pas du geste en lui-même, non pas de la souplesse gestuelle en elle-même, mais va dépendre de la façon dont le geste se greffe, dont la clé gestuelle se greffe sur la clé audio-lombo-sacrée. Un geste, il ne sert à rien tout seul, il sert beaucoup sur l'expression au sens fort du terme, s'il est relié à la clé lombo-sacrée. En fait, nous autres, on dit se grounder. So grounded, oui, j'avais repris ça la dernière fois que je t'ai vu au Québec. J'ai ramené d'ailleurs, entre autres, de chez moi, ce terme québécois que je reprends d'ailleurs de temps en temps. On se reground, reprise de la terre, on reprend terre. Mais c'est ça
Et en plus, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire, elle va dépendre de la souplesse au niveau, bien sûr, du bassin, cette clé lombo-sacrée. Et surtout, quand on accorde une clé, elle joue sur toutes les autres. Donc cette souplesse du bassin, cette fonctionnalité de la clé lombo-sacrée, qui va donc jouer sur toutes les autres, va être bien sûr très importante sur la verticalité. Je reviendrai peut-être, si on a le temps, sur cette notion extraordinaire qu'est la notion de verticalité, mais elle va jouer donc sur cette verticalité, cette capacité de faire du neuf avec notre voix et d'exprimer ce qui est lié à l'instant présent, exprimer, sortir ce qui est premier. Alors ensuite, il va y avoir la clé audio-thoracique qui va être bien sûr liée éminemment à cette clé lombo-sacrée, avec bien sûr le diaphragme en sous-jacent. Si je passe là encore et que j'accélère un petit peu, il va y avoir ensuite cette clé extraordinaire également, très proche de la clé audio-pharyngée, mais qu'on appelle la clé audio-cervicale. Et ces trois clés ensemble, elles dansent. Elles dansent littéralement dans l'art du langage. Les gens qui ont accès à la parole, à certains moments, pas toujours, hein, on n'est pas toujours total, moi je suis loin d'être toujours total, mais quand on a cette totalité, il y a quelque chose qui danse, même si c'est peu apparent, en tout cas, si ça danse peu dehors, ça danse beaucoup dedans. C'est fluide, c'est fluide. Ça danse, c'est fluide. Ouais. Voilà, donc une action sur la fluidité de la voix. Donc ces trois clés de base, enfin en tout cas dans le travail que je propose, moi je les fais travailler beaucoup. Hein, ces trois clés de base audio-corporelles, lombo-sacré, thoracique et gestuelle, et cervicale. Ensuite vont venir les clés gestuelles, comme je le disais tout à l'heure, qui auront pour vocation de s'allier, de s'arrimer sur ces trois clés de base que sont les clés de la verticalité, pour former, façonner le geste, et ensuite, dans un deuxième temps, le geste vocal, ce qu'on appelle le geste vocal. C'est important. Ah, c'est important. Ce n'est que du mouvement. Notre neurologie nous a donné trois grandes cases d'expression. Hein. La case qui consiste à nommer, la case qui consiste à se mouvoir, au niveau du vieux cerveau qu'on appelle le cerveau limbique, la case qui consiste à s'émouvoir, un mouvement très subtil qu'est l'émotion, qui est encore du mouvement, et la case qui consiste au noumen, c'est-à-dire à créer, noumen en latin voulant dire énergie créatrice. Alors ensuite, eh bien, il y a eu bien sûr toutes les clés ORL, tous ces carrefours aérodigestifs qui se sont mis au service de l'expression dans la grande évolution humaine. On dirait presque que l'humain évolue avec tout son système expressif, qui l'amène à ébullition, qui l'amène dans son meilleur fonctionnement possible, petit à petit, tout l'instrument expressif. Pas seulement d'ailleurs l'instrument expressif sonore, mais l'instrument corporel dans sa totalité. Oui. Alors ensuite, il va y avoir la clé audio-buccale, qui va agencer les fréquences aiguës, qui va donner ce qu'on appelle ce regroupement de fréquences, qu'on appelle le formant, qui va donner une telle énergie, parce qu'elle recharge l'oreille en énergie. Parce que l'oreille, c'est une dynamo, la cochlée. Et plus on lui envoie l'harmonique, et plus elle recharge littéralement par le biais de ces circuits-là. Et puis on va avoir en arrière la clé pharyngée, qui va donner l'ouverture, qui va donner une partie. Les gens d'ailleurs très pharyngés sont d'une certaine côté, sans faire de mauvais jeu de mots, bonhomme, une espèce de bonhomie. Voilà. Et puis on va avoir ensuite la clé audio-linguale, audio-nasale, qu'on met ensemble. Je n'ai jamais compris complètement pourquoi on les a mis ensemble complètement celle-là. Mais la clé audio-linguale tisse cette muscle, elle est toute seule. Quand la langue peut être souple, et surtout quand elle peut se poser après, hein, alors la pensée a le temps de maturer, la pensée a le temps de se faire. Quand la langue bouge tout le temps, la pensée se pousse au portillon, comme on dit, et la pensée n'a pas le temps d'être malaxée, elle n'a pas le temps de se faire. Donc cette clé linguale, eh bien, elle est liée encore une fois à la souplesse, et puis elle est liée aussi à l'art de reposer la langue et de la détendre. Et puis on va avoir bien sûr la clé audio-faciale, si importante, connectée au geste. Pendant que je vous parle là, mon front il bouge, ma face elle bouge, mes yeux bougent en fonction de ce que je dis, de l'importance que je veux donner à un mot, à une phrase, à une idée
qui pour moi a une importance particulière, eh bien, ma face, elle va bouger et elle va prendre à son service, en quelque sorte, la clé gestuelle, qui va aussi ponctuer, qui va écarter, qui va ouvrir, qui va verticaliser, qui va insister sur telle ou telle chose de mon expression ou de ma chanson aussi. Voilà. Et puis donc, on va avoir la clé, toutes les clés bien sûr, les clés ORL, je parlais de buccale, pharyngée, faciale, nasale, linguale, maxillaire, qui va être lié à la capacité de détendre la mâchoire. En tant que professeur de chant, je sais très bien l'importance que va avoir la détente maxillaire dans l'art de chanter. Et puis il va y avoir une clé particulière sur laquelle je serai un petit peu succinct parce que ça nous amènerait très très loin celle-là, c'est la clé audio-récurrentielle qui va être liée au nerf moteur du larynx, d'où récurrentiel puisqu'on appelle les nerfs moteurs du larynx les nerfs récurrents. Le nerf moteur droit est en principe, c'est progressivement plutôt raccourci au fil de l'évolution. Parce que le cerveau gauche a mis en place la suprématie du mot, si je puis dire, avec la zone de Broca, sont engrangés les mots. On est capable maintenant non seulement d'exprimer des affects, des émotions, des visions du monde, mais on est capable de les exprimer de plus en plus de façon extrêmement pointue, grâce aux mots. Alors ça a beaucoup d'avantages, mais ça a pris progressivement beaucoup d'inconvénients. Parce que le mot, après, il n'y a plus que ça. Et où est l'expressivité qui porte le mot? La verticalité qui va porter ce mot et lui donner son côté neuf. Son côté neuf ici et maintenant, dépourvu de la mémoire ancienne que porte le mot. La clé audio-récurrentielle, c'est l'art de parler, de chanter à droite, de gouverner les choses grâce à son oreille droite. Parce que l'oreille droite, de façon croisée, est préférentiellement connectée au cerveau gauche. Donc, la phonation, lorsqu'elle est émise avec une directivité, une direction droite, comme on est droitier de main, comme on est droitier d'œil, comme on est droitier de bouche, eh bien nous sommes aussi droitier, en principe, de pied aussi, droitier d'oreille. Et donc, on va chercher le mot beaucoup plus vite. D'où, peut-être une des causes, sûrement d'ailleurs, pour laquelle le récurrent droit est devenu plus court que le gauche. Peut-être pour aller chercher le mot plus vite, directement. Quelqu'un qui fonctionne à gauche au niveau du langage va chercher le langage d'abord au niveau du cerveau droit, il ne trouvera pas le mot, donc ce langage il va finir par aller le chercher au niveau du cerveau gauche où il va le trouver, mais il manie son cheval avec des rênes longues, et donc il va faire des moments où il ne sait pas, des lapsus, des lenteurs, alors que quand le récurrent droit, quand la droiterie, qui est souvent liée d'ailleurs à l'impact de la fonction paternelle dans la petite enfance, quand le récurrent droit fonctionne bien, alors on pinaille pas pour aller chercher le mot. On va le chercher, il est là, à disposition. C'est clair. Et puis la fonction d'écoute, eh bien, elle sélectionne très rapidement ce qu'elle veut dire. Si la fonction d'écoute, elle l'enlève pour dire c'est ça que je garde. Quand il y a fonction d'écoute, il y a forcément des choses qu'on enlève. Quand je te parle, je choisis des mots, et pourtant je vais vite pour les choisir. Un mot, peut-être que j'aurais voulu en dire d'autres, mais là, je suis dans le système du langage, comme un musicien qui est avec une partition, et il n'a pas le temps de réfléchir non plus 10 ans, il y a un rythme à respecter, il y a des mots à agencer, il y a une fluidité à obtenir pour être intelligiblement compris. Eh bien, la clé audio-récurrentielle va être liée à mon désir d'être en monde, c'est-à-dire de me faire comprendre. Je ne sais pas si, puisque cette discussion est un peu comme ça à bâton rompu, si je t'ai donné les 11 clés, parce que je n'ai pas... mais bon, il faudrait que je recalcule. En tout cas, j'ai parlé de la clé audio-lombo-sacrée, thoracique, cervicale, des clés gestuelles, ensuite des clés ORL, la clé laryngée, c'est-à-dire la clé d'émission, la clé pharyngée, la clé buccale, la clé audio-faciale, les clés
audio-gestuelle, linguale nasale et la clé audio-référentielle. Voilà. Et là, j'ai dû parler les 11 clés Merveilleux. qui font que Ouais. l'être humain peut parler avec plein de choses et peut glisser les affects, les émotions, de la mémoire, certes un peu, mais aussi une façon d'amener le savoir, de le dépoussiérer un peu et de lui donner son instantanéité. Cet art d'écouter, c'est-à-dire d'enlever ce qui est en trop et de mettre en place ici et maintenant ce qui est important ici et maintenant. La pire des choses dans le langage, c'est pas de vouloir parler, c'est de vouloir répéter. Le langage, quand il est lié à tout ce fonctionnement et quand les clés se rassemblent un peu, on ne se répète jamais, on crée sans arrêt. Alors la mémoire n'est pas quelque chose qui nous empoisonne, on crée sans arrêt parce qu'on vit dans l'instant, donc on ne répète pas. Donc l'énergie est là quand il y a créativité. Et il y a créativité quand la mémoire psychologique nous fiche la paix. À ce moment-là, les clés s'agencent, le territoire se rassemble et nous devenons un être humain en route vers peut-être quelque chose que l'on pourrait appeler, que les textes anciens ont appelé le verbe. Et peut-être que le verbe, je ne sais pas s'il s'est fait chair, mais en tout cas, sûrement qu'il cherche à se faire chair. Voilà. Je veux juste ajouter un petit quelque chose, Jacques. Toi qui parles si bien de la voix, qui connais vraiment, je pense que ça fait des années, hein, psychophonologue, ça fait des années que tu as travaillé avec M. Tomatis aussi. Oui, Tomatis. avant de travailler avec Fred Tomatis, qui m'a appris des choses, avec lesquelles je n'ai pas toujours été d'accord d'ailleurs. Moi j'arrivais de la vieille psychiatrie, j'ai passé quand même 12 ans en institution psychiatrique. J'ai été aussi spécialisé dans les techniques psychomusicales, comment réagissent, quels sont les comportements des gens lorsque on leur envoie telle ou telle stimulation musicale. Donc j'ai pratiqué beaucoup la musicothérapie réceptive et active. Et puis j'ai rencontré ce professeur Tomatis, effectivement, ce fils de chanteur d'opéra, cet ORL, haut en couleur, et qui m'a sensibilisé. Je ne sais pas si... Il m'a appris beaucoup de choses, évidemment, mais je crois que Tomatis, il a su créer en moi le désir de la voix. Et ça me rappelle une phrase, je crois qu'elle est de Malraux, mais j'en suis pas certain à 100%, qui disait « Enseigner, ce n'est pas donner du savoir, c'est créer du désir. » Et au moins Tomatis a créé en moi ce désir d'aller plus loin, de connaître encore plus cette fonction d'écoute et cette fonction vocale, ce qui quand même était le moindre pour un musicothérapeute. Mais en fait, on a un être passionné à côté de nous. On te remercie énormément, Jacques, de cet entretien très intéressant. Et pour les gens qui voudraient se procurer son livre, La Voix Énergie, Jacques Bonhomme, aux éditions d'Angle. Merci beaucoup. Merci. Et vive le Québec. Et vive le Québec. Mais t'as coupé déjà. Ah non, t'as pas coupé. Alors vive le Québec. J'aime bien être au Québec. Et puis je viens ici me retremper dans les voix québécoises et l'accent particulier. Donc c'est extraordinaire de venir un petit peu se plonger là-dedans. Voilà, merci.